Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme d'habitude, et ça sera une émission à suivre tous les week-ends, nous sommes là pour faire des analyses. Le travail des journalistes consiste également à dire tout ce qui s'est passé. Dans cette émission, une rétrospective du travail de la semaine, nous allons donc parler de ce qu'on peut retenir de l'actualité au courant de cette semaine. D'abord, pour commencer, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais qui suivent Kivu Morning Post. 64 ans de l'indépendance depuis 1960. La RDC accède donc à son indépendance. Bonne fête à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et pour commencer cette émission, nous allons recevoir notre premier journaliste de Kivu Morning Post, Roneline Tibonera. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise Bassabossé, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout RS Fête d'indépendance, à tous les compatriotes, parce que maintenant ça va faire aujourd'hui 64 ans depuis que notre pays a accédé à son indépendance. Plusieurs questions ont marqué cette semaine. Vous avez travaillé sur plusieurs questions. Hier même, je le disais dans un direct qu'on a fait sur Kivu Morning Post, vous étiez à côté de la première ministre dans sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo. Après Sud Kivu, c'était donc le tour du Goma. Hier, elle était dans les camps des déplacés. Commençons par là, dans cette rétrospective. Alors, nous devons d'abord commencer par parler de cette approche qu'utilise Madame la Première ministre, Judith Suminwa. C'est cette approche inclusive où il faut non seulement parler des réalités du pays, pas pour les gens qui vont subir l'action, mais les intégrer dans ce qui peut y avoir comme plan d'action. Voilà ce qui a motivé même la grande réunion qu'elle avait eu. Nous sommes mercredi soir à Goma avec différentes couches de la population, des acteurs de la société civile, des acteurs sécuritaires et les mouvements citoyens, juste pour comprendre c'est quoi les véritables problèmes au Nord Kivu, mais aussi quelles sont les stratégies à mettre en place pour que l'on puisse mettre un terme à cette crise sécuritaire. Ça, c'était un travail qui a été réalisé mercredi soir et il y a des mémorandums qui ont été remis à la première ministre. Et pour ce qui concerne le travail de jeudi, c'était d'abord l'occasion pour elle d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les crimes qui continuent à se commettre dans la partie est de la République. Et là, je parlais, par exemple, de cette guerre injuste imposée à la République par les rebelles du M23. Elle a visité les camps de Lushaga en date du 3 mai. C'est un camp qui avait été attaqué par le bombe lancé où on a assisté à la déflagration de bombes lancées par les terroristes du M23. Et il y a eu autour de 38 compatriotes qui ont perdu la vie dans ces genres de circonstances. Et donc, c'était pour elle non seulement de se recueillir pour la mémoire de toutes ces victimes, mais aussi d'attirer l'attention un peu de la communauté internationale pour qu'une pression soit mise sur le Rwanda pour que ces pays cessent de soutenir les rebelles du M23. Après cette visite au camp de Lushaga, là où d'ailleurs elle a remis autour de 115 tonnes de vivres en faveur des déplacés, elle est également partie au niveau du camp Katindo où sont soignés les militaires blessés au front. Et là, elle est partie non seulement compatir avec les militaires, mais c'est également l'occasion pour elle de donner plus d'assurance à ceux-là qui pensaient que voilà, la question de la guerre n'est pas prise au sérieux dans l'est de la République démocratique du Congo, et aussi assister les militaires qui ont également le droit d'être dans de bonnes conditions sanitaires. Et c'est un travail qui a été réalisé parce qu'elle a également remis un don là-bas. Et la dernière partie, c'était cette visite effectuée aussi du Génocoste, là où on a enterré les 38 victimes du génocide dans des bombardements du M23, autant donc pour moi. Et s'est recueilli, et là-bas, et il a rappelé que c'était pas le premier site qui sera érigé. Il y a d'autres sites qui vont être érigés, notamment à Beni, Lubero, Kanyabayonga, partout les exactions sont commises et où il faudrait quand même que le monde puisse agir et pour que les carrés pas ne puissent plus se reproduire. Pourquoi la première ministre commence sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui attire la première ministre de voir l'est comme priorité? Alors, déjà, l'est est presque sur toutes les lèvres.
Et il y a également des préoccupations toutes particulières. Lorsque vous voyez par exemple la situation à Nituri, bien que c'est une province qui n'a pas visité, entre le 20 et le 21, il y a autour de 60 personnes qui ont été tuées. Lorsque vous voyez maintenant les cas du Nord Kivu, du Sud Kivu, déjà pour le Sud Kivu, c'était pour une mission noble. Le peuple congolais avait marché, je crois en 2021 ou fin 2022 pour exiger le départ des casques bleus onisiens parce que les habitants pensaient que le travail fait sur terrain ne corroborait pas avec autant de milliards de dollars dépensés par les Nations Unies pour rapporter la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Donc, il est arrivé là-bas pour assister à la cérémonie de fermeture du bureau de la MONUSCO, ce qui était déjà symbolique dans le cadre des désengagements, mais sa présence au Nord Kivu valait la peine parce que, vous savez, aujourd'hui avec la crise actuelle, les rebelles du M23 gagnent petit à petit du terrain sur, je crois, le 6 territoires. Nous venons même de l'apprendre que Lubero enfin envahi par les rebelles. Voilà. Ça sera donc 4 territoires aujourd'hui occupés par les rebelles. Nous avons, parce que je sais, nous avons Nyiragongo, nous avons Massissi, nous avons Rutshuru, nous avons Beni, nous avons, je parlais de Lubero, Walikale également Lubero. Ça fait 6 territoires, mais déjà ils sont dans 4 parce qu'ils viennent déjà d'entamer leur reconquête dans le 4e territoire, ce qui est déjà important et ce qui doit nécessairement faire réfléchir les autorités. Donc la présence ici pour Madame la Première ministre, c'était question de rencontrer toutes ces couches, comprendre qu'est-ce qui cloche exactement au Nord Kivu, quelles sont les nouvelles stratégies qu'on peut mettre en marche pour que la crise ou la question du M23 soit élaguée une fois pour toutes, parce que la question sécuritaire aussi ne doit pas être traitée par le gouvernement sans que la population locale ne soit pas impliquée. On va éviter de faire des affirmations ici, mais bon, là, une autre question, une maladie qui vient de déclarer au courant de cette semaine en province du Nord Kivu, une maladie sexuellement transmissible. Important de faire aussi une alerte dans cette rétrospective. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau que c'est vraiment une maladie dangereuse, incurable à ce niveau? Quelle communication les gouvernements auraient porté par rapport à cette maladie? Alors, il s'agit de monkeypox, la variole du singe, qui n'est pas une première en République démocratique du Congo parce que il y a des zones qui sont endémiques à cette maladie. Mais pour ce qui concerne la province du Nord Kivu, ça a été quand même une surprise générale parce que nous avons ce qu'on appelle la conjonctivite qui est connue chez nous comme Apollo. Nous avons monkeypox qui est arrivé parce qu'avec monkeypox maintenant, c'est une maladie contagieuse et qui passe déjà par tout le moyen. Déjà par votre salive, vous avez, si vous embrassez une personne qui est atteinte par monkeypox, vous l'attrapez. Si vous avez une relation sexuelle avec une personne déjà atteinte, vous l'avez. Si vous savez par exemple quelqu'un qui est malade ou qui est testé positif au monkeypox, si vous n'avez pas pris toutes les précautions, vous êtes également rattrapé. Et donc c'est une nouvelle maladie qui fait quand même froid à Goma parce que vous vous rendez compte que le système de contamination est assez facile. Et aussi, au-delà de cet aspect facilité, il y a également plus de cas parce que quand vous voyez les statistiques présentées par la conseillère en communication du gouverneur de province, elle a parlé de 8 cas. Parmi ces cas, il y a déjà des cas qui sont dans la commune de Karisimbi, il y a des cas qui sont dans la commune de Goma, il y a des cas dans le Nyiragongo, comme qui dirait que la région est encerclée par cette maladie. Quand je parle de la région, je parle normalement de ces triangles entre Goma, et quand je vois Goma, je vois également Nyiragongo, compte tenu du trafic qu'il y a. Mais c'est une maladie qui est venue d'ici de Kivu, parce que le premier cas qui a été signalé le 2 juin 2024 venait du site Kivu, et c'est après on a mené des recherches, on se rend compte que la maladie est en train de connaître une expansion, et là j'ai dit que c'était des cas qui ont été je dirais rapportés. C'était en date, je trouve que c'était mercredi dernier, et on ne sait pas aujourd'hui on est à combien, parce que beaucoup de gens sont en train de développer des symptômes de cette maladie. Les uns pensent que c'est de la gale, d'autres croient que bon voilà, c'est un sort comme AGT, mais dans la réalité c'est la variole du singe. Je suis sûr que les services connexes de l'État sont en train de travailler d'arrache-pied pour trouver un protocole médical. Quand je parle de protocole, c'est un protocole médical pour une prise en charge de toutes ces personnes qui sont atteintes, mais c'est quand même une maladie qui peut être prise en charge si elle est traitée bien sûr avant. On va vous libérer, Rodeline Tibonera, mais avant d'y arriver, parce que également vous avez cette tâche de préparer une synthèse de l'actualité pour la journée d'aujourd'hui à découvrir dans la soirée.
Ronéline Tibonera, est-ce qu'il y a encore un point saillant qui a attiré votre attention au cours de cette semaine? Alors, un autre point, c'est par rapport à ces nouveaux bombardements qui a pris pour cible et les positions de la SADC à Saké. D'ailleurs, quand vous parlez de bombardement, il faut rappeler à ce niveau que dans une partie du territoire de Massissi, les activités d'examen d'État ont été perturbées par les affrontements des rebelles. Aussi, les troupes de la SADC qui parfois sont victimes de cette guerre d'agression, une guerre d'agression rwandaise. On voit déjà une crise assez diplomatique qui va devoir s'intensifier. Oui, c'est certes. Déjà, c'est pas la première fois parce que là, on est déjà au nombre de 4 soldats sud-africains qui ont péri dans ce bombardement, toujours à Saké, parce que la première fois, c'était une base qui était attaquée à Mobambiro, et voilà, mardi dernier, c'était également une autre position qui a été prise pour cible par les terroristes d'IAM 23. Et là, je rappelle que pour les cas de mardi dernier, les bilans quand même, il est assez important parce qu'on parle de 2 morts et de 20 blessés. 20 blessés, c'est ce que un bilan officiel de l'armée, les South African National Defense Forces, qui ont communiqué là-dessus. Et bon, du côté congolais, en tout cas, on n'a pas voulu émettre des commentaires, mais ce qui est vrai, il faut quand même saluer l'apport de ces soldats sud-africains dans cette crise qui s'écoule de la RDC, parce que les Sud-Africains sont quand même très experts dans l'artillerie, mais aussi il y a également un autre élément, parce que quand vous lisez par exemple des grands médias sud-africains, les soldats sud-africains également sont en train de se plaindre. Ils sont en train de se plaindre par rapport à l'appui aérien. Ils souhaitent, parce que sur terrain, c'est vrai, ils sont là, mais ils veulent aussi avoir l'appui aérien pour leur permettre de mener à bon port leurs activités. On ne sait pas encore qu'en pensent les autorités sud-africaines. Vous savez, récemment, on vient d'une élection en Afrique du Sud où Cyril Ramaphosa a été réélu. On espère que dans sa manière de mener la diplomatie, dans sa manière d'échanger avec le président de la République, peut-être que les aéronefs seront déployés. Ça, on pense. Je n'ai pas dit qu'ils sont déjà déployés. Et c'est le vœu de tous les Congolais. Et ou peut-être que les dirigeants régionaux ont opté pour une question de résolution pacifique de la crise. Parce que la crise au Nord Kivu, elle est multiforme. Elle a plusieurs facettes. Si on veut vraiment y aller va que vaille, ça risque de se retourner contre peut-être les acteurs principaux. Tous les travaux de Kivu Morning Post, surtout en cette période de guerre, c'est également des analyses par rapport à cette guerre. Espérons qu'on aura un moment pour faire cet échange en profondeur sur cette crise en province du Nord Kivu. Bien qu'elle est difficile à décortiquer, mais quand même on essaie tous les jours de faire ces travaux. Merci beaucoup Ronéline Tibonera d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Blaise Bassabos et merci également à tous les téléspectateurs et bonne fête de l'indépendance. Le travail des journalistes, c'est aussi une continuité, et pendant que nous étions en train de décortiquer les questions au courant de la semaine, Kivu Morning Post également et au féminin, permettez-moi de les dire de cette façon. Il n'y a pas seulement que des hommes à Kivu Morning Post, également des dames qui continuent toujours à faire leur effort pour informer tous les jours. Et vous le savez, nous informons pour transformer. Émilie Mouteba, bonjour, surtout bienvenue. Bonjour, monsieur Blaise. Nous sommes en train de présenter cette émission à l'Est de la République démocratique du Congo, la fierté de l'Est également. C'est cette langue, la très belle langue, le Swahili. Nous allons être avec vous assez bilingues dans cette émission. Émilie, la semaine est en train de s'écouler. D'abord, bonne fête de l'indépendance. Pareillement, merci. Alors, parmi toutes les questions qui ont été décortiquées au courant de cette semaine, aussi pour l'intérêt de ceux qui sont en train de nous suivre à Goma, quelle question qui vous a beaucoup plus intéressé? Vous avez eu le temps de faire un article sur ça. Émilie, Caribou. Accent Sana, bon, je vais mélanger. Sentez-vous aller. J'ai écrit un article sur le communiqué du Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme. Ils étaient en train de dénoncer plusieurs cas de torture enregistrés ici à l'est de la République démocratique du Congo. Batu Banateseka, surtout Kwele Mamilie ou Kuko, ma groupe armé na surveillé Koulé, na Apagoma, agent renseignement et sécurité, civil, na militaire. Et même les groupes armés sont en train de torturer la population d'une manière inhumaine. En fait, ils sont en train de dénoncer ces cas. Il y a des viols. Nos mamans sont violées.
Il y a des arrestations arbitraires. Je me souviens à Rutshuru, il y avait eu un jeune, Monial Kwaka, arrêté, torturé par les rebelles du 11-23 et après un temps, qui a Koufa après, tout juste après des jours. En fait, ce sont des cas qu'on doit vraiment dénoncer avec dernière énergie et surtout, je remercie au moins cette organisation qui est en train de dénoncer ces cas et Nabiko Banaïta gouvernement que j'ai impliqué ndani parce que la population njo na teseka ba habitants njo bana teseka haiko abo ici et tout. Quoi de plus normal kuona mwanamke iko na sema juu ya haki ya wanamke? Quoi de plus normal, c'est ce qui montre que nous aussi, nous essayons d'une façon ou d'une autre de donner parole à ceux qui souffrent et ceux qui en ont besoin. Émilie Mouteboa, s'il n'y a pas une autre question, on va donc se séparer pour prendre un autre journaliste de Kivu Morning Post. Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant sport, avec tous les enjeux du sport. Et nous allons donc recevoir notre spécialiste, Georges Ben. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Nous allons commencer à Goma, parce qu'il y a plusieurs réalités. On était en train d'en discuter à la rédaction, mais je vous ai demandé de garder votre mal en patience et venir en parler ici. D'abord, une question avec les sports féminins en province. Oui, en fait, c'est une situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est la phase finale du championnat national de football féminin, comme vous le savez. Le Nord Kivu est représenté dans cette compétition par deux équipes. Il s'agit de l'AS Kabasha féminin et du Daring Club Bweremana. Malheureusement, ces équipes ont eu du mal à rejoindre la ville de Lubumbashi, les lieux choisis pour la dernière étape de cette compétition. Kabasha, qui n'avait reçu que 6 billets de l'organisateur, ne pouvait que se contenter d'abord de ces 6 billets pour faire voyager les premiers groupes qui étaient composés de 5 joueuses et un entraîneur. Et puis ça n'est suivi le deuxième groupe qui était composé seulement de 5 joueuses. C'est retrouvé déjà Lubumbashi avec 10 joueuses. L'équipe était déjà dans l'obligation de lancer la compétition. Ce qui a été un coup d'œil pour Kabasha et ça a été un coup de Trafalgar parce que c'est quand même aberrant de voir une équipe de la province du Nord Kivu manquer des billets pour ne serait-ce que se déplacer à Lubumbashi et représenter cette province dans une compétition du football féminin. Déjà pour son premier match, Kabasha qui évolue en infériorité numérique avec 10 joueuses contre 11 avait ramassé 4 billes pour marquer un seul. Donc 4 billes à 1 contre la formation de Msichana de Lubumbashi. C'était déjà les scores pour son premier match. Et pour les deuxième match, c'était déjà ce jeudi dans un duel 100% nord-kivusien, puisqu'après tirage au sort, Kabasha s'est retrouvé dans les mêmes groupes avec les DC Bweremana de Massissi. Et pour déjà son deuxième match, Kabasha a une fois de plus perdu devant la formation du DC Bweremana sur les scores de 5 contre 2. Bweremana s'est porté bien pour son premier match. L'équipe de Massissi gagne déjà et profite de l'infériorité numérique de Kabasha pour enregistrer sa première victoire. Et ce qui est trop dire pour Kabasha, les derniers matchs pour la phase aller, c'est pour ces samedis. Une fois de plus, ils seront obligés d'évoluer avec 10 joueuses. Donc, selon nos sources, Kabasha aurait réussi les billets pour renforcer son groupe, mais ils sont butés à un problème de flux aérien. Donc, Kabasha n'aura que des renforts les mardis. Donc, ce n'est que les mardis que Kabasha pourra, sauf changement de dernière minute, évoluer avec 11 joueuses plutôt. Donc, là, je suis en train d'interpeller en fait d'abord les opérateurs économiques. Avant de faire cette interpellation, nous avons vu des journalistes faire des demandes de soutien, même dans les réseaux sociaux, par exemple pour l'équipe des Bweremana. Ce sont quand même des filles qui se démarquent assez. Alors, vous pensez qu'il y a un problème où exactement? En fait, les problèmes résident sur les sponsoring. Parce que, d'abord, moi, je voulais féliciter cette formation de DC Bweremana. C'est une équipe du territoire de Massissi. On sait tous ce qui se passe dans le territoire de Massissi avec la guerre. Mais voir une équipe de Bweremana aller jouer une phase finale d'une compétition nationale, ça prouve qu'à l'Est, il n'y a pas seulement la guerre, il y a également le football. Et puis, ce n'est pas la première fois. La saison dernière, Bweremana est allé jouer la phase finale jusqu'à atteindre la finale. L'équipe avait perdu devant le tout-puissant Mazembe.
Et cette formation avait prouvé qu'on a quand même des talents à l'Est. Et dans l'équipe de Boremana, il y a eu quand même une dame qui a été d'ailleurs sélectionnée dans l'équipe nationale senior des Léopards dames de la RDC. Il s'agit de Nicole Rehema qui est partie au Burundi et maintenant il est revenu au pays. Donc il est parmi les joueuses qui sont allées renforcer l'équipe de Boremana à Lubumbashi pour la phase finale. Coup de chapeau à Boremana parce qu'il y a quand même les soutiens de la communauté Houndé dans cette formation. Mais pour Kabasha, c'est un peu compliqué. Pourtant, c'est l'équipe qui évolue dans la ville de Goma. C'est l'équipe qui pouvait normalement porter la ville touristique. À ce niveau, on peut dire que Goma était incapable de faire déplacer leurs joueurs. Incapable de faire déplacer ça, je l'ai dit Blaise sans mancher les mots parce qu'on a été nombreux. On a lancé des messages sur les réseaux sociaux 2 semaines avant la compétition, mais il n'y a pas eu les soutiens. C'est ce que je disais que les problèmes, je reviens sur votre question, les problèmes résident sur les sponsoring des équipes. C'est ce que moi je demanderais aux opérateurs économiques. Aujourd'hui, les gens veulent faire passer les messages de leurs produits, de leurs entreprises. Ces gens-là ne savent pas où se diriger pour gagner ces terrains. Le terrain du football est encore très vide. Très vite parce qu'il n'y a pas des équipes. Imaginez une équipe de Kabasha porter les noms de votre entreprise dans une compétition nationale. Ce que ça va donner comme visibilité. Aujourd'hui, Dauphin Noir a gagné les marchés avec une entreprise. Au moins à la fin du mois, on sait que Dauphin Noir peut bénéficier autant de cette entreprise. Dauphin Noir joue le championnat national. Dauphin Noir croise Mazembe, croise V-Club, croise DSMP. C'est déjà un plus pour cette entreprise. C'est déjà une politique de marketing pour les entreprises. Mais ici à Goma, on croise les doigts. On ne sait pas, on ne veut pas développer ces secteurs et on ne veut pas donner de la force au sport. Aussi, je demanderai au gouvernement d'être également désensibiliser désensibiliser ces entreprises. Imaginez que l'État, c'est l'État congolais. Je prends l'exemple du stade Les Volcans de Birere. C'est un stade, pendant plusieurs années, on a évolué sur un terrain sablonné où il n'y avait pas de pelouses. Mais aujourd'hui, il y a un opérateur économique qui a dit au gouvernement, moi, je vais construire les stades de l'unité, mais donnez-moi quand même aussi les pourtours du stade de l'unité, du stade Les Volcans, pour aussi construire des entrepôts. Et on lui a donné l'espace. Aujourd'hui, les travaux évoluent à Pandja pour le stade de Les Volcans. Bientôt, on aura un stade avec déjà une pelouse synthétique parce qu'il y a un particulier qui est allé vers les gouvernements. Aussi, c'est les gouvernements d'aller sensibiliser aussi quelques opérateurs pour leur dire, écoutez, moi, vous aurez quand même des exonérations. Peut-être vous n'aurez pas à payer des impôts, mais nous, en contrepartie, prenez quand même cette équipe comme sponsor. Donc, ça pourra permettre à ces sports d'évoluer dans plusieurs disciplines. Finir en sport, il y a également une compétition, un tournoi. J'ai vu une émission également qu'on peut suivre sur la chaîne Kivu Morning Post sur le massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Un projet aussi salvateur pour la province du Nord Kivu. Ouais, c'est très important en fait d'honorer les mémoires de tous ceux-là qui nous ont quittés. C'est vrai que les massacres qui se passent, les massacres passent sous silence. Tout ce qui se passe à l'est de la RDC et dénoncer cette situation, c'est aussi donner de la force aux familles qui ont perdu les leurs. Donc c'est un événement qui va réunir plusieurs disciplines. Tout démarre les 5 juillet pour finir les 2 août. On aura le football qui va réunir les différents quartiers de la ville de Goma. On aura les basketball, on aura les marathons, on aura également les génies en herbe, on aura également des concours de TikTokers. Donc les TikTokers auront un message à faire passer sur les réseaux sociaux et les TikTokers qui auront beaucoup
beaucoup de vues, c'est reprimé. Donc, ça sera aussi une façon de faire passer les messages au monde entier pour montrer ce qui se passe à l'est de la RDC. En tout cas, c'est un très beau projet. Et d'ailleurs, c'est un projet qui a eu l'appui et l'accompagnement du gouverneur militaire. Coup de chapeau à ce dernier qui a toujours été un sportif depuis son arrivée à la tête de cette province. On va finir cette production. Merci Ben d'avoir été avec nous. Allez, merci Blaise. Je ne voulais pas vous quitter sans parler un petit peu de la situation de l'équipe nationale de la RDC. D'ailleurs, nous allons suivre ça dans une émission. Oui, en fait, on va suivre ça. Moi, je voulais placer un mot. Faisons juste une virgule. Oui, en fait, je voulais placer un mot pour interpeller le gouvernement congolais, au gouvernement de prendre les dossiers de Sébastien Desabre avec considération, puisque dans les cas contraires, nous serons frappés par la Fédération internationale de football association, puisque c'est un entraîneur chevronné, c'est un entraîneur qui maîtrise les textes. Il a eu des arriérés. Aujourd'hui, son contrat n'est pas approuvé par le gouvernement congolais. En tout cas, si on n'ouvre pas les yeux, on sera frappé par la FIFA. Allez suivre ce dossier de Sébastien Desabre sur la chaîne Kivu Morning Post. Il y a Total Sport présenté par Georges Ben Mouima, où vous pouvez comprendre en profondeur ces dossiers. Georges Ben, merci d'avoir été là. Merci Blaise et merci à tous nos abonnés. On se retrouve le week-end prochain pour une autre production sur l'essentiel de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Suivez Kivu Morning Post sur tous les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau, laissez votre abonnement pour ne rien rater sur les réalités à l'est de la République démocratique du Congo.